Et donc je commence très très souvent par cette diapo pour vous expliquer en fait le cœur de notre problème quand on crée des organes on chip. Et en général, quand on travaille dans les biomatériaux et qu'on cherche à préserver ou à reproduire un environnement, un micro-environnement in vivo, c'est qu'il y a énormément de stimuli qui sont responsables de l'identité même d'une cellule dans un tissu. Je pense que ça, vous le savez très bien, probablement même mieux que moi d'ailleurs. Mais malheureusement, dans les modèles in vitro, on retrouve quand même trop souvent uniquement le poids des messagers chimiques, tout ce qui est soluble, tout ce qu'on va rajouter dans les cocktails, dans les milieux, on insiste énormément dessus, et pas assez, en tout cas à mon goût, sur les autres facteurs qui sont également des déclencheurs de voies de signalisation, qui parfois même vont complètement étouffer les signaux chimiques, et on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc vous avez sûrement entendu parler de ces signaux mécaniques, donc la mécanique du substrat, la mécanique du micro-environnement en général, et même du milieu. Vous savez, le milieu de culture qu'on utilise, parfois il est un peu plus visqueux qu'un autre, et cette viscosité, elle est détectée par les cellules, elle est interprétée par les cellules, et c'est ça qui va être... qui va déclencher des changements phénotypiques dans les cellules en culture in vitro. Mais il n'y a pas que la mécanique, il y a la composition de cette matrice et des interactions en général, des jonctions qu'on peut avoir avec d'autres cellules voisines, l'architecture également en 3D, et qu'on confond souvent avec la géométrie, mais vous allez voir, ce n'est pas forcément exactement la même chose. Et au milieu de tout ça, un tissu, c'est vivant, ça bouge, ça se déplace, il y a beaucoup de dynamique, et ces signaux-là sont également importants. Donc il y a des notions de temps, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais vous imaginez bien que ça complexifie beaucoup le problème. Donc in vitro, le micro-environnement qu'on a en général, c'est en train d'évoluer beaucoup, je pense même vous dans vos modèles, ça change beaucoup. C'est infini pour une cellule, c'est beaucoup trop grand pour elle, uniforme, complètement statique et surtout extrêmement rigide. Et c'est comme ça que les avancées ont commencé dans les organes on chip. On va commencer par changer la rigidité du substrat, s'approcher d'une rigidité qui s'apparente le plus possible à celle d'un tissu sain ou pathologique, suivant ce qu'on veut faire. Mais il faut changer cette rigidité. Alors je sais que la physique, c'est peut-être loin pour vous dans vos souvenirs de lycée. Donc quand je parle de Pascal, je ne sais pas ce que vous comprenez avec cette unité physique. Mais ce que vous pouvez comprendre, c'est le kilo versus giga. Ça vous dit quelque chose. En général, avec la mémoire, on s'en rappelle. Bon, le tissu sain autour d'un hépatocyte, c'est aux alentours de 500 pascal ou 1 kilopascal maximum. Et au-dessus d'1 kilopascal, c'est vraiment binaire. Aux alentours de 2 kilopascal, l'hépatocyte reçoit le signal mécanique comme un foie en souffrance, un foie qui commence à être fibreux. Et on a une transition qui ressemblerait à une transition épithélium-mésenchyme. Et les boîtes de pétri, les verres, c'est aux alentours du gigapascal. Donc on est très très loin de ce qui devrait se faire dans l'in vivo. C'est pour ça que les modèles traditionnels, en tout cas c'est ce qui est beaucoup avancé, ne réussissent pas à restaurer, à récapituler ce qu'on trouve dans les phénotypes in vivo. Ça dure quelques heures. Dans les hépatocytes primaires, je pense que vous le savez toutes et tous, c'est 24 heures, parfois 48, mais en général, ça ne va pas plus loin. Et donc, on cherche à améliorer ça. Et on cherche à l'améliorer justement en connaissant la biologie cellulaire, le développement également, je vais vous montrer un exemple à la fin, et en utilisant des techniques qu'on appelle dans la microtechnologie de manière générale pour récapituler tout ce que vous voyez là sur votre gauche, architecture, géométrie, mécanique, etc. Donc bien sûr, il y a aussi de la science des matériaux pour contrôler la rigidité. Et là, j'ai mis un slide exprès, une diapo exprès pour vous montrer comment on le fait. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille dans mon équipe au Mexique d'abord pendant 10 ans et maintenant dans mon équipe ici en France. Et on essaye de reconstruire cet environnement qui ressemblera un peu plus à ce qui se passe in vivo et récupérer, restaurer, préserver le plus longtemps possible un phénotype désiré. Donc les organes sur puce, fameux organ on chips, ils ont commencé au début des années 2000 en prenant ça en compte, notamment la mécanique. Donc vous avez ici une citation qui est extraite de National Geographic en 2019 de Geraldine Hamilton qui a créé la boîte Emulate et qui vient de l'Institut Wyss. Et elle dit en fait le concept est assez simple. Imaginez une maison en dehors de la maison pour les cellules primaires qu'on va mettre en culture. Pourquoi pas les lignées aussi. Même si, attention, là je voudrais juste vous signaler, les lignées, elles ont quand même été choisies, sélectionnées pour pouvoir être en culture sur du gigapascal. Donc elles sont faites pour ça, entre guillemets. Donc quand on va les remettre sur du mou, elles vont probablement changer. Il va falloir prendre tout ça en compte. Donc il y a une gymnastique un peu intellectuelle autour de tout ça. Mais imaginez quand même qu'on est en train de recréer une maison pour les cellules, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc il y a plein de modèles, et je vais vraiment me concentrer sur celui que vous voyez sur votre gauche, qu'on appelle le modèle de 2 canaux. C'est celui que vous verrez le plus, en tout cas aujourd'hui, et c'est notamment le modèle Emulate. On a un canal ici qui est représenté en bleu en général. Alors je suis désolé, dans la photo de celle de mon équipe, c'est orange et vert. Mais j'espère que vous arrivez avec la gymnastique. Il y a un canal en haut, un micro-canal en haut, un micro-canal en bas.
Et donc, on colle ces deux canaux avec une membrane poreuse entre les deux. D'accord ? Donc, comme si vous aviez deux pailles, vous les colliez ensemble. Et ce qui sépare les deux pailles, c'est une membrane poreuse. Pourquoi poreuse ? Parce qu'on veut une diffusion d'un canal à l'autre, on veut une communication paracrine, intercellulaire, mais on ne veut pas de contact physique, on ne veut pas que les cellules puissent traverser. Enfin, vous verrez qu'il y a certaines cellules qu'on peut laisser passer, comme les cellules du système immunitaire, on a envie de les voir passer. D'accord ? Mais vraiment, la clé de tout ça, c'est fabriquer une micropuce microfluidique, que vous voyez ici, celle de notre labo, où on a un épithélium et un endothélium qui sont en communication permanente. On peut donc ne pas mélanger les milieux, mais il y a une communication intercellulaire. Et ça, c'est vraiment le modèle le plus commun qu'on retrouve, très facile à fabriquer. Si ça vous intéresse, Wenjing est ici dans mon équipe, on fabrique ces puces à la demande si vous en avez besoin, si vous voulez tester des choses. Et la membrane qu'on utilise, c'est une membrane commerciale de type, vous connaissez sûrement les Transwell, membrane de polycarbonate avec des pores de 8 microns ou 4 microns. On les choisit suivant ce qu'on veut faire. Après, nous, on les fabrique aussi, on en fait de collagène, mais ça, c'est notre histoire peut-être pour la discussion autour du café. Et je voulais quand même vous montrer, sur votre droite, il n'y a pas forcément une seule architecture avec un canal l'un sur l'autre, deux canaux l'un sur l'autre. On peut faire un canal tout simple, si on a envie, par exemple, de couler un gel de collagène et voir comment les cellules s'auto-organisent dans un gel. On peut les mettre côte à côte plutôt que l'un sur l'autre. On peut en mettre 3 aussi, avec pourquoi pas un canal central qui a du milieu et qui diffuse des deux côtés. Un des exemples que j'aime beaucoup de ce triple canal, c'est des neurones d'un côté, et on va essayer de faire un prolongement axonal par, on va dire, un chimioattracteur. Donc on va attirer les axones d'un côté en fonction des concentrations de facteurs de croissance, par exemple. Donc ça, c'est le type de canaux qu'on voit de plus en plus aujourd'hui pour faire de l'angiogénèse sur puce. C'est également un des thèmes qui nous intéresse, vous allez le voir un peu à la fin. Donc, pourquoi c'est pourquoi il y a autant de succès dans ces puces, qui sont finalement assez simples, hein. On utilise toujours différents types cellulaires, des membranes poreuses et des microcanaux. Tout ça, on peut le faire dans le labo. Parce que, comme je vous ai dit, le trafic est assez bien régulé, on peut le contrôler. Donc, c'est un peu de l'ingénierie, c'est beaucoup même de l'ingénierie au milieu de ces puces. On peut avoir cette communication paracrine. On contrôle également ce qu'on appelle la contrainte de cisaillement, en anglais shear stress. Ça, c'est... Si j'espère vous passer un message aujourd'hui, c'est celui-là. Les cellules endothéliales, elles ont besoin de ce signal, absolument. Si on ne leur met pas en culture in vitro, on perd totalement le phénotype de cellules endothéliales en une journée, voire 2 journées. Donc c'est absolument nécessaire de leur imposer une contrainte de cisaillement, si vous voulez, une contrainte mécanique d'un flux sanguin qui passe sur leur tête. Excusez-moi l'expression. C'est très important de le faire. Et quand on les met en culture, on les a un peu stressées, notamment si elles sont primaires. Il faut y aller doucement. Si on y va trop vite, elles se décollent de la membrane sur laquelle elles sont attachées. Donc on y va doucement. Vous inquiétez pas, tous les protocoles sont en ligne. Et puis en fonction des cellules qu'on utilise, plus on imite l'in vivo et mieux ça se passe. On a également la possibilité, comme je vous disais, à travers ces pores de membrane poreuse, on va dire de migration de cellules du système immunitaire. Il y a aujourd'hui des vidéos en ligne qu'on peut même trouver sur YouTube. Je conseille souvent aux étudiants d'aller les voir. Ça peut être un petit peu plus intéressant que les vidéos qu'ils regardent en général. Où pour la première fois, on va voir des cellules du système immunitaire qui vont aller phagocyter des bactéries qu'on a positionnées dans le canal de l'épithélium. Donc c'était dans le cadre d'un exemple de poumon sur puce. Donc si vous tapez ce soir chez vous « Lung on chip infection » sur YouTube, vous verrez cette vidéo, vous penserez à nous. Et bien sûr, on peut contrôler également le transport de cytokines, par exemple, ou d'autres molécules d'intérêt, dans un sens comme dans l'autre. Ça se joue justement avec des différences de pression, et tout ce contrôle, on l'a de manière externe par des pompes microfluidiques ou par des différences de pression. Il y a encore un peu de physique, je suis désolé, mais ce n'est pas très compliqué. Principe des vases communicants. Et je voulais terminer cette intro très longue, je sais, sur cet exemple que j'ai mis ici, un peu des mêmes couleurs. Je vous invite également à voir ce papier qui est sorti l'année dernière, où on peut faire aujourd'hui du multi-organ on chip, notamment pour des tests de médicaments, où ils ont démontré dans ce papier, c'est un groupe de l'Université de Columbia, ils s'y sont mis à plusieurs, chacun avec son organe modèle, donc vous reconnaissez ici le foie, le cœur, la moelle épinière et la peau, et ils les ont mis en communication à travers ce canal inférieur des cellules endothéliales, vous vous souvenez, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils ont montré que si on met que la membrane poreuse qui permet juste de la diffusion, on a une perte des phénotypes type in vivo pour chacun des organes, alors qu'individuellement, ça fonctionnait bien pendant 15 jours. Par contre, dès qu'on rajoute des cellules endothéliales, et là, le modèle, c'est juste des UVEC, vous savez, les cellules de cordon ombilical,
eh ben, on récupère jusqu'à 1 mois le phénotype de chacun des organes individuellement et ils prouvent qu'il y a une communication. Donc, ils ont fait toute une analyse transcriptomique. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Le rôle des cellules endothéliales dans l'étage du dessous, je suis désolé, je vais encore faire un raccourci très vague, mais je dis à mes étudiants, c'est un peu les barrières douanières. On décide ce qui passe pas, et mine de rien, c'est ce qui permet de maintenir le phénotype de chacun des organes. Donc le foie est vraiment, le modèle de foie dans ce modèle de 4 organes est vraiment impressionnant. Donc c'est forcément inspirant pour nous. Donc il faut les cellules endothéliales. J'espère que le message est passé. C'est vraiment ce sur quoi on se concentre aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je reviens au contexte du sinusoïde hépatique. Je crois que là, dans l'audience, je n'ai pas besoin de le présenter. Je vais aller vraiment vite. Je veux juste vous rappeler quand même qu'à chaque fois qu'on le modélise ou qu'on le représente de cette manière, c'est une énorme simplification. C'est quand même en 3D. Les premières fois qu'on m'a montré à quoi ressemblait un lobule hépatique, on m'a demandé de le faire sur une puce en 3D. J'en ai pas dormi pendant plusieurs jours parce que j'arrivais pas à me le représenter dans la tête. J'essayais de le dessiner et j'y arrivais pas. Donc c'est plus simple quand même de se l'imaginer comme un simple tube pour commencer, et la 3D on verra plus tard. Et ce qui est aussi important, et ce que j'aime bien dans cet aspect multicouleur, c'est il y a un aspect multicellulaire très important. Et encore une fois, je pense qu'ici vous le savez très bien. Donc on cherche à imiter ce qui se passe in vivo pour récupérer le meilleur phénotype possible des hépatocytes, mais également des autres types cellulaires. Et donc on s'est basé sur ce qui a déjà été fait. Comme je vous l'ai dit, on a cet organe on chip de 2 canaux où, dans cette fois-ci, sur la membrane poreuse, on va utiliser des hépatocytes et de l'autre côté, des cellules endothéliales. Pour terminer donc, cette partie, je voulais quand même vous montrer donc, les résultats qu'Emulate ont obtenus, qu'ils ont publiés l'année dernière. Ils ont fait énormément de publicité dessus. Je n'ai aucun lien avec eux. D'ailleurs, moi, je trouve que leur puce n'est pas si bien que ça, pour plein de raisons. Je voulais quand même vous montrer parce que c'est impressionnant. Et donc Donald Ingber, que vous connaissez peut-être, c'est le directeur de l'Institut Wyss à Harvard. Donc il est aussi un des membres fondateurs d'Emulate. Donc prenez tout ça avec des pincettes. A soumis et publié cet article où il demande justement est-ce que ce n'est pas le moment d'utiliser, que le Reviewer Tree demande des modèles on-chip plutôt que des validations sur des tests animaux. Et il a été entendu, il a été aussi financé par la FDA, mais il y a eu un acte qui vient de passer début janvier qui a été voté au Sénat américain. Il s'appelle FDA Modernization Act 2.0, où aujourd'hui, non seulement ils autorisent, mais ils recommandent l'utilisation d'organes on chip pour des tests avant des tests animaux. Donc on a le commerce et les normes qui se rejoignent au bon moment. Mais en tout cas, ils sont prêts. Et donc je vous montre juste l'exemple du foie, ils en ont plusieurs. Donc je ne sais pas si c'est très facile pour vous de le lire, mais la membrane poreuse est ici en gris. Vous voyez, on a les pores qui sont ici, avec les hépatocytes du côté supérieur, le canal supérieur que vous voyez ici en bleu. Vous avez les cellules endothéliales dans le canal inférieur, ici en rose. Et puis, ils ont rajouté également des cellules étoilées, cellules de Kupfer. Et leur dernier modèle, on a intégré encore d'autres. Mais bon, pour rester simple, c'est la puce que je vous ai montrée tout à l'heure. 2 canaux. 2 types cellulaires, voire 3, et avec cette fois-ci des cellules humaines, donc de 2 patients, dans ce cas 2 donneurs. Je vous passe les détails, mais ils ont décidé en fait de montrer que cette puce était très efficace pour détecter l'hépatotoxicité, alors que les modèles animaux n'étaient pas du tout efficaces. Donc ils ont pris une liste d'un certain nombre de médicaments, de drogues, que vous connaissez encore une fois bien mieux que moi. Et il y en a 22 sur ces 27-là qui sont connus aujourd'hui comme hépatotoxiques, mais qui ont été découvertes bien après leur autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que les modèles précédents in vitro et animaux n'avaient pas montré de problème d'hépatotoxicité. Et donc ils montrent que, après un long papier, que sur les 27 drogues testées chez les animaux, il y avait 0% de sensibilité et 100% de spécificité. Les nouveaux sphéroïdes qui sont aujourd'hui utilisés dans l'industrie pharmaceutique, ils en ont testé que 22. Il y a eu 47% de sensibilité et 100% de spécificité. Alors que sur les 2 organes on chip avec des cellules humaines du même donneur, donc, enfin de 2 donneurs, ils ont testé 18 drogues et ils ont eu 87% de sensibilité et 100% de spécificité. Donc c'est une belle démonstration selon moi quand même que si on avait pu tester ces médicaments sur ces puces, si elles avaient été disponibles, au lieu de ne pas se rendre compte avec les modèles animaux que ça ne marchait pas, on aurait peut-être pu éviter un certain nombre de drames. Et c'est justement ce qu'ils proposent aujourd'hui, ce qu'ils prônent. Aujourd'hui, utiliser des liver on chip dans un nouveau modèle de test de médicaments pour faire des études de toxicité avant de rentrer dans les modèles animaux.
Et donc, bien sûr, là, je n'y connais pas grand-chose à l'économie, mais je me souviens avoir entendu qu'ils considèrent qu'ils peuvent économiser jusqu'à 4 milliards de dollars par an en médicaments qui vont trop loin, et on se rend compte après coup qu'ils n'auraient pas dû aller aussi loin. Donc, il y a quand même un intérêt commercial majeur à tester ça. Alors moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la biologie, la physiopathologie. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser ces modèles pour aller poser des questions plus profondes? Est-ce que vraiment ce modèle récapitule ce qu'on a in vivo? Et là, je vous assure, c'est compliqué à valider. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc, on récupère ce type de modèle avec 2 canaux. Et puis, on voudrait essayer de voir si il n'y a pas possibilité de récupérer les bons phénotypes. Et notamment, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'aspect mécanique. Quand on stresse les cellules endothéliales du sinusoïde hépatique, qu'on appelle donc LSEC, est-ce qu'elles ne peuvent pas provoquer une fibrose? Il y a certains papiers récents qui montrent qu'il y a un message qui passe entre elles et les cellules étoilées notamment, qui vont se mettre à produire du collagène et à créer un environnement plutôt fibrosant. Donc on connaît les coupables. On sait qu'il y a une augmentation de ce que je vous ai dit tout à l'heure, le shear stress, la contrainte de cisaillement, notamment dans le cas de l'hypertension. Il y a une augmentation de la pression luminale, donc dans le lumen du vaisseau. Elle augmente un peu. Et donc ça, c'est avec Pierre-Emmanuel Rotoux qu'on essaye de travailler là-dessus. Et bien sûr, il y a un lien avec la rigidité de la matrice extracellulaire autour. Donc tout un aspect mécanique de ce micro-environnement sinusoïdal qu'on cherche à pouvoir imiter pour mieux l'étudier. In vivo, c'est extrêmement difficile à étudier. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas l'étudier si on n'a pas les bons phénotypes, si on n'a pas les bonnes cellules, si elles sont déjà stressées mécaniquement par la rigidité du substrat. Je pense que ça, vous l'avez compris. Donc notre puce, elle consistait au début en une puce assez simple qui ressemble à ce que je vous ai montré avant, cellules endothéliales. Là, je les ai posées en haut, vous allez voir pourquoi. En bas, les hépatocytes, et puis on voulait mettre les cellules étoilées. Là, on n'y est pas encore. On a commencé avec les hépatocytes, et comme je vous disais, 1 an avant qu'on commence le projet, une publication très intéressante du groupe d'Essai en Californie avait montré qu'au-dessus d'1 kilopascal, les hépatocytes étaient perdus en moins de 24 heures. Donc on a décidé d'imiter cette étude et de préserver des hépatocytes primaires. Et pour réussir à imiter cette rigidité, c'est pas compliqué du tout. En fait, vous utilisez un gel de polyacrylamide, le même que pour les gels de Western blot, mais en contrôlant la proportion de bisacrylamide que vous mélangez avec l'acrylamide, vous pouvez, ce qui est montré sur ce graphe ici, contrôler ce qu'on appelle en physique le module de Young. En fait, c'est la rigidité. Vous reconnaissez ici l'unité en kilopascal. Et si vous regardez bien, cette gamme de rigidité, aux alentours de quelques kilopascals, voire fractions de kilopascal, jusqu'à une cinquantaine de kilopascals, juste en contrôlant la proportion de bisacrylamide, l'agent qui réticule, on peut imiter toute la gamme de rigidité des tissus des mammifères. Donc on est capable de choisir la bonne proportion de bisacrylamide avec l'acrylamide pour imiter l'organe qui nous intéresse. D'accord? Donc les gels ont la rigidité désirée, juste parce qu'on peut le faire chimiquement. Donc bien sûr, nous, on a acheté une machine qui permet d'aller mesurer et vérifier qu'on a la bonne rigidité. On ne croit pas juste sur parole, mais je vous assure que c'est une recette de cuisine qui fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'être chimiste, c'est juste une question de proportion. Encore une fois, là, si vous avez besoin d'aide, nous, on le fait de manière routinière, il n'y a aucun problème pour le faire avec vous. Donc je voulais vous montrer rapidement dans les papiers qu'on a publiés entre 2019 et 2021 dans mon équipe au Mexique. On a donc remis des hépatocytes primaires de rats, qu'on avait obtenus de rats, sur une matrice saine, si vous me permettez l'expression, d'1 kilopascal. Et puis on a testé une beaucoup plus rigide de 20 kilopascal. Alors on a tout fait, on a fait 5, 2, etc. Je vous montre juste 20 qui est le plus drastique. Et vous voyez, on a même dû s'éloigner pour 20 kilopascal pour vous montrer où étaient les cellules. Et clairement, l'actine ne s'organise pas du tout pareil quand on est sur du 1 kilopascal ou du 20 kilopascal. Ça, c'est au bout de 5 jours de culture. Et de manière très intéressante également, les hépatocytes primaires s'organisent en clusters spontanément lorsqu'ils sont sur une matrice plutôt molle d'1 kilopascal. Alors, je dois vous dire là qu'on a quand même recouvert le polyacrylamide avec du collagène de type 1. C'est important pour l'adhésion des hépatocytes. Si on n'en met pas, ils n'adhèrent pas. Donc, vous voyez déjà, les cellules ne s'étalent pas. Il n'y a pas de voies de mécanotransduction qui les font changer, alors qu'en 20 kilopascal, elles s'étalent. Et puis, regardez l'organisation de la F-actine également, elle est complètement différente. Là, on pense avoir vu des précanalicules biliaires en formation, donc il va falloir qu'on travaille ensemble pour aller un peu plus loin là-dessus. Donc en gros, on a compris qu'un kilopascal, c'était ce qu'il fallait faire. Ils s'auto-organisent, ils sont même fonctionnels jusqu'à 1 semaine, alors que 23 kilopascal, on les perd complètement. Alors je ne sais pas si on peut parler de transition épithélium-mésenchyme, il n'y a
pas tout à fait tous les marqueurs, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Donc on est allé voir un certain nombre de marqueurs fonctionnels, je vous passe les détails, vous pouvez aller voir les publications. Mais en tout cas, juste pour vous donner l'exemple de l'albumine, vous voyez comme avec cette immunofluorescence, on a quand même une diminution de la fonctionnalité. Au bout de 4, 5, 6 jours, on les perd petit à petit. Et ça, c'est une des leçons des organes on chip. Et si on n'a pas les cellules de support, les cellules voisines, il manque quand même des signaux. Donc on a beau mettre la bonne rigidité, il nous manque des signaux. Donc les hépatocytes finissent par être perdus. Donc là, on voulait rajouter les cellules endothéliales. C'est là-dessus qu'on a travaillé le plus juste avant le Covid, juste avant que je vienne m'installer ici en France. Et donc on a fait exactement la même chose. On a mis les cellules endothéliales de foie sur la membrane poreuse. Elles adhèrent très bien. Sauf que on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. En fait, on avait des signaux profibrosants. On perdait les hépatocytes au bout d'une journée ou deux, alors qu'ils étaient sur du gel. Et ce qu'on a compris avec la littérature, parce qu'on n'a pas eu le temps avec le Covid d'aller vérifier tous les signaux, mais ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, une monocouche de cellules qui sont censées être un tube capillaire, c'est pas bon du tout. En fait, elles ont un phénotype qu'on appelle paradoxalement capillarisé, mais en fait, c'est extrêmement serré et la perméabilité est beaucoup trop grande. C'est-à-dire que des molécules qui sont assez lourdes en poids moléculaire peuvent les traverser, paradoxalement encore une fois, alors qu'elles sont en monocouche, et qu'il vaut mieux un phénotype tubulaire, c'est-à-dire il faut mieux une structure géométrique tubulaire que les cellules reconnaissent par un certain nombre de marqueurs, notamment membranaires, et grâce à cela, on récupère un phénotype plus similaire à ce qu'on aurait pour des LSEC. Donc là, c'est un gros défi. Comment on fait des tubes dans cette puce microfluidique? Et c'est là où on en est aujourd'hui, grâce au travail de Jimena Monroy, donc qui était encore une fois qui est mexicaine, qui vient juste de rentrer au Mexique là pour aller soutenir, pour écrire son papier et soutenir. Donc j'adorerais pouvoir vous présenter ça en 1 heure, tout ce qu'elle a fait, etc. Je vais aller vite, mais l'idée qu'elle a eue, qu'on a eue tous ensemble, c'était cette fois-ci d'utiliser la biologie du développement, ce qui explique en partie pourquoi je suis dans l'unité de biologie du développement, et d'essayer de comprendre comment les cellules spontanément créent ces tubes. Au lieu de leur faire une maison et leur demander de reconnaître ces structures de maison et de s'adapter dessus, on va essayer de les faire construire elles-mêmes leur maison. Donc on a regardé ce qui se passe dans le développement. Dans le développement, on a des cellules qui sont des précurseurs de cellules endothéliales ou progénitrices qui vont aller former un plexus capillaire qui ensuite va s'ouvrir en un lumen s'il y a un flux à l'intérieur, qui va se préserver uniquement s'il y a un flux à l'intérieur, qui va se stabiliser. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire. Et pour ne pas vous raconter tout en détail, on a utilisé une goutte de matrigel ou n'importe quelle alternative au matrigel, puisque pareil, pendant le Covid, ça a été compliqué d'obtenir du matrigel. Donc là, dans tout ce que je vous montre là, ça a été fait avec du Geltrex. C'est une alternative d'une autre marque, et sur laquelle les cellules endothéliales en général forment des réseaux, mais des réseaux non luménisés. Je ne sais même pas si ça existe luménisé en français, mais j'espère que vous me comprenez, il n'y a pas de lumen qui se forme. Sauf qu'au bord, justement, avec l'effet de bord, les cellules sont capables de déformer ce bord, de s'entourer de matrices. Et en fait, on a une signalisation apicobasale qui se forme progressivement avec les cellules qui déforment la matrice et qui viennent former progressivement en 3-4 jours un tube autour de ce dôme. Donc là, c'est un petit peu compliqué à voir quand on ne l'a jamais vu avant, mais ce que vous avez sur votre gauche, c'est le dôme qui monte comme ça. Donc sur le bord du dôme, on a des réseaux et vraiment à l'effet de bord, on a un tube qui se forme petit à petit. Ici, vous l'avez avec quelques images d'immunofluorescence en coupe. On voit bien la podocalaxine qui vient se positionner au bout de 3 jours dans la dernière phase de manière apicale et qui va commencer à ouvrir un lumen qu'on voit apparaître ici avec des cellules endothéliales hépatiques qui forment ce cordon. Donc là, c'est une coupe de ce que vous voyez ici. Je ne sais pas si je vais trop vite. J'espère que c'est à peu près clair. Donc on a réussi, après beaucoup de travail, sur lequel je viens d'aller très très vite, à recréer progressivement, enfin à guider les cellules pour qu'elles recréent progressivement un tube luménisé. Et ces cellules-là qu'on a prises, c'est une lignée cellulaire que Pierre-Emmanuel nous a fournie, qui sont d'endothélium, de LSEC en fait, hépatique. Donc l'idée, ce serait, maintenant qu'on comprend mieux comment elles forment ce tube, d'aller tester ça avec des cellules primaires, murines pour l'instant, puisque ces LSEC sont murines également, et puis après passer sur de l'humain. Donc vous savez, tout ce que je viens de dire là rapidement, c'est tout un programme, ça va demander beaucoup de temps, mais en tout cas en comprenant la biophysique, si vous voulez, de création de ce réseau tubulaire, on espère pouvoir le récupérer dans notre puce et pouvoir faire une interaction hépatocyte-cellule endothéliale. Donc je voulais juste vous montrer à quel point on souffre aujourd'hui, parce que peut-être qu'on
vous pouvez nous aider si vous êtes bon en microchirurgie. Pierre-Emmanuel nous a dit, pas pour nous. C'est une vidéo, Wenjin a déjà essayé également. Ça, c'est Jimena qui a essayé de le faire. Vous voyez ces tubes. Et là, on a un petit capillaire de verre, normalement utilisé pour l'électroporation, connecté à une pompe microfluidique qui constamment pousse du fluide avec une vitesse constante. Et on essaye d'aller le positionner dedans. C'est extrêmement compliqué. Les cellules sont quand même assez fermées. On le perfore des deux côtés plutôt qu'on rentre dedans. Je pense que tout le monde en a marre, on ne veut plus avancer dans cette direction. Et donc aujourd'hui, où on en est, justement, Wenjin va beaucoup travailler sur le développement d'un système de perfusion où on va essayer d'utiliser ce qui se passe, encore une fois, dans le développement, un écoulement interstitiel qui vient passer par-dessus. Et il a été démontré in vivo que quand le flux passe par-dessus, il ouvre un peu les jonctions serrées et les adhérences. On a une fenestration qui se crée, puis un lumen. Et si on arrive à faire ça, on espère pouvoir le perfuser de manière un peu plus facile et pouvoir aller tester de manière mécanique tout ce que je vous avais dit tout à l'heure, les efforts mécaniques de pression luminale, augmentation de la contrainte de cisaillement, et on peut également changer la rigidité de tout ce qui se passe autour, en espérant après poser des questions un peu plus complexes, qui sera justement tout le sujet de la thèse de Brenda Nieto qui va commencer chez nous en novembre. Donc là, j'espère vraiment que Brenda pourra aller jusqu'au bout de cette puce de co-culture où on aura besoin d'un certain nombre d'entre vous pour nous aider. Mais je voulais quand même vous montrer que vasculariser, ce n'est pas juste mettre des cellules endothéliales en monocouche dans une puce. Ça marche bien apparemment pour les tests d'hépatotoxicité, mais pour aller plus loin, les hépatocytes, on les perd trop rapidement. Donc je vais terminer là. J'ai été un peu vite sur la fin, je le sais. Je ne peux pas donner trop de détails parce que je n'ai pas le temps, mais avec grand plaisir, on pourra discuter de tout ça et vous pouvez venir nous rendre visite également quand vous voulez, si vous voulez plus de détails. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de m'avoir écouté et je prendrai quelques questions maintenant si vous voulez. Je suis sûr que lors de la table ronde, on aura également beaucoup de choses à dire. Merci.